Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes proche de Nicolas Sarkozy, vous êtes spécialiste des questions de sécurité, vous avez eu des fonctions du reste dans ce domaine. Nous marquons, ça n'a échappé à personne aujourd'hui, le 10e anniversaire des attentats du 11 septembre. Une grande partie de nos émissions ce matin sera consacrée à ce triste anniversaire. Le président de la République a déclaré « Tous les Français se souviennent de ce qu'ils faisaient le 11 septembre ». Est-ce que vous vous souvenez de cette journée ? Je confirme l'exactitude des propos de Nicolas Sarkozy. Effectivement, je crois que chaque Français, peut-être même chaque citoyen du monde, se souvient de cette date dont vous aurez remarqué qu'il suffit même d'énoncer sa date sans l'année pour qu'on sache de quoi il s'agit, comme le 14 juillet ou le 11 novembre. Mais il se trouve que moi qui étais le suppléant et le collaborateur d'Édouard Balladur, j'étais à ses côtés ce jour-là, dans ses bureaux, lorsque nous avons vu ces images tragiques, dramatiques, époustouflantes de ces avions percutant le World Trade Center. Et alors, aussitôt, son souvenir s'est porté sur un événement de même nature qui a failli se produire, vous en souvenez, à Paris, lorsque l'avion, l'Airbus de Marseille, l'Airbus d'Alger s'est posé à Marseille, alors que l'intention supposée, mais depuis on sait que c'était leur intention réelle, des terroristes de l'époque, du GIA, était de percuter la Tour Eiffel avec cet Airbus en fin 1994. Donc c'est ce souvenir dont nous avons parlé. D'ailleurs, à l'époque, moi j'étais député, puisqu'il lui était Premier ministre. Et la décision qu'il a prise, vous vous souvenez, quand l'avion s'est posé à Marseille, de faire attaquer l'avion par le GIGN, a empêché ce drame de se produire à Paris, précédant ainsi de quelques années les événements un peu de même nature finalement que ceux du 11 septembre, même si évidemment il n'y aurait pas eu le même nombre de morts, puisque c'est quand même près de 3000 morts qui ont été victimes des attentats du 11 septembre. Des mesures de sécurité ont été prises en France. On sait que donc vous suivez ces questions-là, et que vous êtes aussi un adepte de la vidéosurveillance. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 1994, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque terroriste en France ? Et je rappelle que d'ailleurs sur le plan Vigipirate, on est toujours dans la couleur orange. Oui, le risque terroriste est latent. La France en a fait les frais d'ailleurs, et depuis bien longtemps. Souvenez-vous les attentats terroristes de 1986. À l'époque d'ailleurs, j'étais moi-même adjoint au maire de Paris, Jacques Chirac, en charge des questions de sécurité. Et c'est là d'ailleurs que nous avons commencé à mettre en œuvre les premières mesures municipales de prévention du terrorisme, notamment d'ailleurs concernant la protection de la communauté israélite à Paris, évidemment. Le risque existe, évidemment. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse considérer qu'il y a une menace précise et concrète dont auraient connaissance les services de sécurité pour notre pays. En revanche, il est vrai qu'il y a différentes mouvances terroristes qui ont déclaré la guerre à notre pays, puisque nous sommes une des grandes puissances internationales à lutter contre le terrorisme. En Afghanistan, vous faites. En Afghanistan plus particulièrement. Et nous avons sans doute à redouter peut-être des événements comme ceux qui se sont déroulés cette nuit ou ce matin, où les talibans ont attaqué, provoqué un attentat contre une base américaine, c'est-à-dire des attentats contre des intérêts français peut-être à l'étranger, dans les pays où ces mouvances sont plus implantées. Il faut dire que notre pays est sans doute... je ne dis pas parce que c'est la France, mais mieux protégé que d'autres parce que, justement, grâce aux gouvernements qui se sont succédés, de gauche comme de droite d'ailleurs, et les dernières lois en date sont celles que Nicolas Sarkozy a fait adopter par le Parlement lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ont permis vraiment et permettent à notre pays de disposer d'un système antiterroriste extraordinairement efficace, performant, qui d'ailleurs souvent est imité par les pays étrangers. Nous avons beaucoup de coopération internationale et nous donnons beaucoup d'aide. Nous donnons beaucoup d'aide aux pays, à un certain nombre de pays étrangers, de façon à ce que nous puissions déceler la menace très en amont. En fait, c'est cela la recette, si je peux dire, de la lutte antiterroriste. Ce n'est pas
d'intervenir au dernier moment, ce n'est pas d'intervenir même dans des contrôles, non, c'est de bien connaître l'ennemi, et ça, nous avons maintenant des services très performants, et également de les infiltrer, bien sûr, et de déceler les mouvances et les événements très en amont, bien avant qu'ils se produisent. Et nous avons aussi des lois nouvelles qui nous permettent d'être très efficaces et d'intervenir même avant que les événements se produisent. C'est-à-dire qu'en général, sur le plan judiciaire et pénal, on peut condamner des personnes, les interpeller une fois que l'événement s'est produit la plupart du temps. Là, nous pouvons, grâce à ces lois très efficaces et qui, je pense, ne menacent pas exagérément les libertés publiques, intervenir là aussi de façon préventive, de façon à déjouer des menaces. Barack Obama va se rendre aujourd'hui sur les sites des attentats. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration du président américain au Figaro vendredi. Il disait « Les auteurs de ces attentats ont échoué ». Vous avez le sentiment que les auteurs des attentats du 11 septembre ont échoué ? Je crois que on peut partager son opinion. Ils ont complètement échoué. Ils voulaient faire du 11 septembre un acte fondateur dans la révolution islamique, excessive, extrémiste, contre les démocraties, contre le monde occidental. Et que constate-t-on aujourd'hui ? C'est que leur principal inspirateur, si je peux dire, même si c'est symbolique, Ben Laden est mort, que Al-Qaïda est décapité et très réduit dans tous les pays où il existe aujourd'hui, et que surtout, bien sûr, c'est ce vent de liberté extraordinaire qui a touché les pays arabes, contre toute attente d'ailleurs, parce que je crois que personne ne le prévoyait, faisant finalement que ces pays arabes et de culture musulmane, et qui n'ont jamais finalement connu réellement la démocratie, aujourd'hui essayent de s'affranchir de l'échec finalement d'atteindre la démocratie dès le XIXe siècle, pour aujourd'hui la mettre en place, même si évidemment ça ne sera pas facile et que ça sera avec beaucoup de difficultés. Alors on va en parler parce que je sais que vous suivez aussi les problèmes du Proche-Orient. Il y a eu cette semaine, vous parlez du printemps arabe, il y a eu cette semaine quand même la montée des tensions entre la Turquie et Israël, avec des menaces d'envoyer une nouvelle flottille pour Gaza, accompagnée par la marine turque. Il y a eu l'ambassade d'Israël attaquée au Caire. Il y a aussi l'échéance du 20 septembre et la déposition de la demande palestinienne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les États-Unis ont dit qu'ils mettraient leur veto. Quelle sera l'attitude de l'Europe et quelle sera l'attitude de la France ? Ce qu'il faut bien considérer, c'est que pour que la paix s'instaure au Proche-Orient, il faut régler le conflit israélo-palestinien. Alors à partir de là, évidemment, il y a toujours ceux qui sont plutôt favorables à une défense du précaré, sans concession, et puis ceux qui veulent discuter. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas mûres et que les tensions sont extrêmes. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il faut être très prudent en matière d'initiative diplomatique en la matière. Et par exemple, vous avez cité cet événement de l'attaque de l'ambassade d'Israël au Caire. C'est très inquiétant. Bien qu'on puisse considérer que c'est peut-être un acte isolé, causé par un certain nombre de mouvements extrémistes, néanmoins, on voit bien que là, c'est la lutte en Égypte, où le mouvement islamiste est assez fort. La lutte en Égypte... Je crois qu'il n'y avait pas que les islamistes, justement. Ils étaient tous d'accord pour attaquer l'ambassade d'Israël. Alors, c'est ça qui était inquiétant, c'est que ce n'était pas précisément un groupe extrémiste catalogué islamiste. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de partis, ils étaient tous d'accord. Alors, tous d'accord, peut-être pas, parce que par exemple le mouvement du 6 avril a condamné cette attaque. Ce que j'observe, c'est que l'État, le gouvernement égyptien a décidé, et heureusement encore, là, de mettre en place des moyens militaires pour protéger les ambassades. Et effectivement, la sécurité des représentations diplomatiques est absolument essentielle. C'est le fondement des relations internationales entre les États et entre les peuples. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit là des luttes politiques, des luttes d'influence.
au sein de la société politique égyptienne, et il faut que nous puissions aider ces pays de façon à ce qu'ils tombent du bon côté, c'est-à-dire du côté de la démocratie. Et les décisions qui ont été prises hier à Marseille par le G7, à l'initiative là aussi du président de la République, de financer le redressement économique, si on peut dire, de ces pays, est tout à fait essentiel. Aujourd'hui même, par exemple, Édouard Balladur part pour les pays du Golfe comme émissaire du G7 désigné par l'initiative du président de la République pour essayer justement d'aller dans le sens d'un apport économique supplémentaire pour ces pays où souffle aujourd'hui un vent de liberté qu'il faut absolument préserver. Mais ce vent de liberté, justement, qu'il faut préserver. Le président Sarkozy, on l'a a plusieurs fois affirmé ces derniers jours, ces dernières semaines, que le printemps arabe, les manifestants du printemps arabe ne criaient pas de slogans contre les États-Unis ou contre Israël. Oui, mais ce qu'on a vu en Égypte tente à prouver le contraire. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a un changement là? Est-ce qu'ils sont en train de changer? Est-ce qu'on s'était trompé? Finalement, c'est peut-être pas une bataille pour la démocratie. Enfin, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Parce que les images étaient très violentes de ce qui s'est passé au Caire. C'était extrêmement violent. Mais c'est toute la problématique du devenir de ces révolutions arabes. Nous devons les aider, la communauté internationale rassemblée, et avec des moyens financiers, diplomatiques, militaires, même comme en Libye, grâce à l'initiative de la France, pour qu'ils puissent construire cette démocratie qui, sinon, les amènera effectivement à sombrer dans l'extrémisme. Je crois qu'il y a là, oui, une lutte, un combat à mener d'un certain nombre d'éléments de ces sociétés arabes qui veulent aller vers la liberté, vers la démocratie, c'est indéniable, contre tous les obscurantismes, qui sont d'ailleurs développés de façon différente selon les pays. L'Égypte est sans doute le cas le plus difficile, où la tendance salafiste est la plus développée. Donc l'Égypte, effectivement, d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit produit en Égypte, c'est la situation sans doute la plus inquiétante. Et je crois qu'il faut vraiment que la communauté internationale, et l'Europe et la France particulièrement, aident beaucoup ces pays pour qu'ils puissent bâtir sur cet espoir de liberté et de conquête de la démocratie. Bon, alors, les sondages réalisés aux États-Unis montrent aujourd'hui que ce qui préoccupe les Américains, c'est pas tant le terrorisme que la crise économique et le chômage. Et je crois que c'est la même chose chez nous en France. Est-ce que cette question du chômage justement pourrait même coûter sa réélection au président Nicolas Sarkozy s'il était candidat? Il ne nous a toujours pas dit qu'il l'était, mais enfin on se doute bien qu'il le saura. Est-ce que ça vous inquiète, vous, la situation en France par rapport à la possible réélection du président? Moi, je crois que Nicolas Sarkozy est l'homme de la situation et que les Français, d'ailleurs, commencent à s'en apercevoir en observant, d'ailleurs, les difficultés économiques et financières de plus en plus importantes. Il voit quelle a été son action, son bilan, d'ailleurs, depuis son élection et notamment lorsqu'il a présidé l'Union européenne. Il voit que Nicolas Sarkozy, avec ses qualités et ses défauts, bien sûr, est en tout cas l'homme idéal pour affronter les crises. Pour affronter les crises, qu'elles soient internationales d'ailleurs, comme on l'a vu pour la Géorgie ou là pour la Libye, mais aussi pour affronter les crises économiques et financières. Ils veulent avoir à la tête du pays une personnalité qui prendra des initiatives, qui sera capable d'affronter les pires situations et qui pourra discuter avec les chefs d'État de façon paritaire. Donc je pense que c'est cela qui est en train d'apparaître, même si c'est un petit peu encore tôt pour le dire. Finalement, il y a d'un côté Nicolas Sarkozy dans l'action, et dans la prise en main à bras-le-corps des problèmes des Français dans une crise sans précédent depuis 1929. Et puis il y a de l'autre côté des agitateurs et puis des politiciens. Oui, excusez-moi, un tout petit peu caricatural. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un sondage qui montrait que pour les Français, Hollande était plus à même de faire face à la crise que Nicolas Sarkozy. C'est pas un petit peu embêtant ça pour Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui est au pouvoir et puis les Français pensent que Hollande de toute façon ferait mieux que lui, si on en croit les sondages en tous les cas. Mais c'est vrai qu'on a vu donc on peut pas se contenter de dire agitateur, c'est plus compliqué quand même. Non, mais et puis je n'emploierai même pas les mêmes mots que Ségolène Royal, qui a dit que le point faible de François Hollande c'était l'inaction. Enfin, elle doit le connaître un peu, mais en tout cas
il est vrai que dans toutes les démocraties, dans tous les pays occidentaux qui sont touchés tous par cette crise internationale, bien sûr, les gouvernements éprouvent des difficultés énormes. D'une part, notre pays est peut-être celui qui a le mieux résisté aujourd'hui à la crise. Regardez, qui aurait pu penser que les États-Unis allaient perdre leur notation AAA ou que l'Espagne fasse 20% de chômeurs, ou que l'Angleterre licencie 100 000 ou 200 000 fonctionnaires. Donc notre pays a mieux résisté à la crise. C'est vrai que nous avons des amortisseurs sociaux aussi, hein, mais c'est vrai aussi que c'est le fruit des bonnes décisions qui ont été prises par Nicolas Sarkozy dès le début de la crise, en sauvant, oui, le système bancaire, en prévoyant des investissements d'avenir, en réduisant des dépenses inutiles, etc. etc. Donc on voit bien que, vous parliez de sondage, la cote de popularité quand même du président de la République, qui est encore basse, remonte. Elle est en train d'augmenter, c'est vrai, assez régulièrement, elle est en augmentation. Et mon avis, c'est qu'elle augmente parce que les Français se rendent compte que oui, ils ont là l'homme de la situation. Alors en attendant, dans 15 jours, on va avoir des élections sénatoriales, le scrutin s'annonce serré, le Sénat pourrait passer à gauche. Pour vous, Philippe Goujon, qui est un grand électeur, puisque c'est un scrutin indirect, est-ce que vous voyez un risque ? Oui, absolument. Un très grand risque même. Un très grand risque dû à la division. Vous savez, la droite a souvent perdu des élections à cause de la division. Il n'y a qu'à voir la situation parisienne, hein, puisque en 2001... j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas Bertrand Delanoë qui a été élu, c'est la droite qui a perdu par ses divisions. Donc à Paris, sans doute plus qu'ailleurs, il faut que nous soyons unis. Et moi, c'est ce message d'unité et de rassemblement que j'ai envie de lancer ce matin, parce que c'est la division qui, aujourd'hui, à Paris, comme sur le plan national, peut nous faire perdre, aussi bien un siège pour l'UMP parisienne que la majorité sénatoriale. C'est l'accumulation d'un certain nombre de divisions et de dissidences en France qui peut aboutir à la perte de la majorité pour la droite au Sénat, ce qui rendrait tout gouvernement extrêmement difficile par la suite. Il y a d'un côté donc une irresponsabilité de candidats dissidents qui, pour des motivations personnelles, d'ambition individuelle, nombrilistes, comme a dit Jean-François Le Garret, veulent absolument se présenter au Sénat alors que leur candidature ne repose sur aucun projet. Vous faites allusion à M. Pierre Charon, hein, qui a été exclu, voilà. suspendu de l'UMP pour avoir présenté une liste dissidente. Voilà, sans projet, sans soutien, sans stratégie. Mais qui peut nous faire perdre un siège sans lui-même faire le sien. Et puis d'un autre côté, un projet politique, une liste qui a été validée par la Commission nationale d'investiture à l'unanimité par la totalité des responsables politiques de l'UMP et qui doit absolument faire le maximum de voix pour que l'UMP à Paris ne perde pas un siège de sénateur. Et encore, vous avez encore un problème. Bon, il y a celui de Pierre Charon pour les sénatoriales, mais pour les futures législatives, je crois qu'on se bat dans la 2e circonscription, au cœur de Paris. Madame Rachida Dati veut être investie. Il semble que Monsieur François Fillon également. Alors, on pense, il ne l'a pas dit, mais enfin, c'est ce qui se murmure très fort, en tous les cas, que François Fillon vise à terme, c'est-à-dire en 1994, la mairie de Paris. Alors bien sûr, on comprend bien qu'il faut qu'il soit d'abord député à Paris avant de viser sa mairie. Est-ce que pour vous, François Fillon a l'étoffe d'un maire de Paris ? Plus que l'étoffe d'ailleurs, hein. C'est un homme d'État et je crois qu'il l'a démontré dans cette période extrêmement difficile où il constitue un tandem très efficace et très complémentaire avec le président de la République. Et j'ai moi-même appelé à sa candidature à la mairie de Paris voilà 2 ans et demi parce que c'est un homme d'État, parce que c'est un responsable rigoureux, sérieux et qui saura gérer de façon très efficace Paris et qui aussi est à même de rassembler l'ensemble de la droite parisienne. Son positionnement politique est assez large à droite, et je crois que... Enfin, moi, je ressens, une envie de Fillon à Paris de la part des Parisiens. Alors, Philippe Goujon, vous critiquez toujours les divisions au PS, vous venez de le faire il y a quelques instants, mais à l'UMP, il faut bien le reconnaître, entre Devedjian et Raffarin, le climat n'est pas idéal, c'est le moins qu'on puisse dire, sans parler des batailles à Paris. Absolument. D'ailleurs, vous savez, moi je suis élu pour la 4e fois consécutive président de la Fédération de Paris, et je suis élu sur un motif,
un sujet, l'unité. À Paris, plus qu'ailleurs, nous avons besoin d'unité. D'ailleurs, le président de la République nous y exhorte. C'est la condition de la victoire. C'est pas la condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour gagner. Donc, je fustige pour ma part, oui, toutes les divisions, toutes les dissidences. Et si nous perdons à Paris, comme en France, mais si nous perdons à Paris, ce sera du fait des divisions qu'il faut donc condamner avec la plus extrême sévérité. D'autant plus qu'elle ne repose sur aucun fondement idéologique ou politique en la matière. Yves Bertrand, l'ancien patron des RG, a dit hier que la droite devait en finir avec la diabolisation de Marine Le Pen et même conclure des accords avec le Front National pour les législatives. Alors vous, est-ce que vous seriez d'accord pour conclure des accords avec le Front National? Quelle est votre position? Ma position est très claire. Je ne comprends même pas comment Yves Bertrand, qui a servi l'État pendant toute sa carrière et la République, peut en arriver là. C'est pathétique, c'est effroyable. Je ne sais pas si on peut là appliquer la phrase du général de Gaulle sur laquelle la vieillesse est un naufrage, mais en tout cas, cette déclaration, je la condamne la plus fermement possible. Il n'y a aucune ouverture, aucune porte ouverte entre le Front National et l'UMP. Et d'ailleurs, toute l'action passée des principaux leaders de l'UMP a été tournée entièrement en ce sens. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs de la gauche, qui a essayé par des procédés tactiques plus ou moins occultes de faire progresser le Front National. Vous êtes sur la même ligne que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était cette semaine face à Marine Le Pen, et elles étaient d'accord sur un point: pas d'alliance entre l'UMP et le Front National. Aucune alliance, jamais. En revanche, bien sûr, il faut prendre en considération les problèmes de nos concitoyens, sur lesquels surfe peut-être un peu le Front National, qu'il s'agisse de la sécurité, de l'immigration, du chômage, de la précarité. Les Français veulent qu'on traite leurs problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles parfois ils sont amenés à aller vers le Front National, parce que ces problèmes ne sont pas encore réglés. Et puis parce que vous n'y répondez peut-être pas suffisamment. Enfin, il y a peut-être une espèce de mea culpa à faire de votre côté, de votre côté, de côté de la droite. Hein. On a toujours des mea culpa à faire, mais je crois que nous, responsables politiques UMP, nous devons, aussi bien pour faire front par rapport, si je peux dire, au Front National, que pour remporter les élections, il faut absolument que nous puissions montrer aux Français que nous prenons leurs préoccupations à bras le corps dans toutes leurs dimensions, surtout dans cette période où ils traversent une crise terrible. Mais pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre Marine Le Pen et son père? À votre avis, qu'est-ce qui la différencie? Moi, je ne fais aucune différence. C'est la même idéologie à condamner totalement. Je dirais que Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen avec des cheveux longs, quoi. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre différence. Les derniers sondages font quand même apparaître une baisse dans les intentions de vote pour Marine Le Pen. On va voir si ça va persister. Mais pour vous, l'hypothèse de la présidente du Front National au second tour, à l'endroit ou à l'envers, est exclue? Non, ce n'est jamais exclu. Personne n'a imaginé en 2002 que Jean-Marie Le Pen arriverait au deuxième tour et éliminerait Jospin. Hein. Donc ce n'est pas à exclure, et c'est la raison pour laquelle, on revient à mon leitmotiv qui est celui de l'unité et du rassemblement, je considère que notre famille politique doit être représentée simplement par un candidat, si possible, en tout cas c'est mon vœu, le président de la République actuelle, qui seul peut nous conduire à la victoire, à condition aussi qu'il n'y ait pas de division dans notre camp. Bon, on a beaucoup parlé de politique nationale. Alors maintenant, je voudrais revenir sur la politique à Paris. Vous savez, il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent. Hein. Alors, vous critiquez beaucoup la gestion de la capitale par Bertrand Delanoë. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que vous feriez qu'il ne fait pas et qu'est-ce que vous ne feriez pas qu'il fait? Oui, ça va être c'est rapidement, si c'est possible. Déjà, un tout petit constat très rapide, c'est que on peut considérer que le deuxième mandat de Delanoë est un mandat raté. Dont on ne retiendra que l'explosion des impôts sans précédent et massive dans notre ville. Mais qui aujourd'hui peut dire qu'on se loge mieux à Paris qu'hier? Qui peut dire qu'on circule mieux à Paris qu'hier? Qui peut dire qu'on paye moins d'impôts à Paris qu'hier? Etc. etc. Je crois qu'il faut changer complètement la donne, que le mandat actuel de Bertrand Delanoë,
qui se désintéresse de Paris de façon générale, doit faire place à une ambition pour notre ville, qui est une ambition à la fois économique, qui n'existe pas du tout dans les intentions de la mairie actuelle, et une ambition aussi du quotidien. Vous savez, on parlait de sondage tout à l'heure, lorsqu'on demande aux Parisiens « est-ce que vous aimez bien Delano ?» Ils disent oui. À une très forte majorité d'ailleurs, je le concède. Mais quand on leur demande si la politique menée en matière de logement, de circulation, de transport, d'impôts est bonne, ils disent non à une forte majorité. Donc je crois qu'à Paris, il faut que nous revenions à une politique au service de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Alors, il nous reste encore une minute. Une dernière question. Vous avez fait partie de la fronde des députés UMP sur l'affaire des manuels scolaires et sur la théorie du genre. Oui, parce que je considère que ce n'est pas une vérité scientifique établie. Je conteste le fait que cela figure dans les programmes scientifiques, justement, sciences de vie et de la Terre. Et nous avons demandé, avec près d'une centaine, je crois, de députés et de parlementaires UMP, que le ministre puisse revenir sur ce qui pourrait figurer dans un débat philosophique, j'en conviens, mais en aucun cas une vérité scientifique assénée aux élèves. Je fais confiance au ministre de l'Éducation qui gère un ministère difficile avec beaucoup d'efficacité et de compétences pour revenir là-dessus. Philippe Goujon, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.